exprimer un non qui est tout à fait respectable. Ce sont des personnes qui ont estimé que la construction européenne n'allait pas dans le bon sens et qui ont souhaité dire qu'ils n'étaient pas contents. Bon. Et je crains qu'ils aient un peu été abusés, parce que si vous regardez ce qui s'est passé après le vote de manière un peu sereine, vous vous rendez compte que leurs idées n'ont absolument pas progressé. Et un petit coup d'œil à la presse britannique de la fin de l'année 2005, par exemple, sur Internet, suffit à se persuader qu'on a même fait un cadeau absolument magistral aux personnes qui sont plutôt sur des thèses opposées à celles qui ont dominé le débat en France. Encore que ce soit aussi assez difficile pour nos partenaires de démêler quelles ont été les raisons exactes du non, qui d'ailleurs n'ont pas été les mêmes aux Pays-Bas et en France. Mais je dirais que même si on admet qu'il y a eu un vote traditionnel, souverainiste, auquel on pouvait s'attendre, qu'il y a eu un vote anti-Chirac, Raffarin, qui n'a pas de dimension européenne, on peut dire qu'il y a quand même eu une contestation d'un certain mode d'une certaine vision plus ou moins juste d'ailleurs de ce qu'est l'Union européenne actuelle, et que l'essentiel de la critique était anti-libérale, avec parfois des critiques extrêmement fondées, parfois des choses beaucoup plus fantasmagoriques, mais ça, on ne va pas refaire le débat. Mais ce qui est certain, c'est que si vous voulez, après coup, moi je me situe après coup, et pour des gens qui essayaient de trouver une solution, il est évident que d'abord, il n'était pas clair de savoir ce que les Français et les Néerlandais voulaient, et d'autre part, que quand bien même on aurait déterminé ce qu'ils voulaient, il n'y avait absolument pas de majorité pour les suivre. Puisque, comme vous le savez sans doute, un certain nombre de sondages font bien apparaître que notre pays est un des pays au monde, et même le pays au monde, qui rejette le plus l'économie de marché, qui a le plus de problèmes avec la globalisation, parfois en posant des questions intéressantes d'ailleurs, qui méritent d'être relevées, mais en apportant rarement des réponses très crédibles. En tout cas, on n'en pas convaincu jusqu'à ce jour. Donc, il était évident que il y a une sorte de handicap. On avait dit aux Français qu'ils allaient reprendre la main en votant non, et ils se sont plutôt tirés dans les pieds. Donc la perte d'influence, je peux vous dire, on pourra beaucoup voyager en Europe. Je suis allée à Londres la semaine qui a suivi le référendum, et j'ai fait d'autres étapes dans ce calvaire, dans d'autres villes européennes. Je dois vous avouer que la perte de considération et d'influence de la France à ce moment-là a été colossale, absolument colossale. Les médias français n'en ont pas rendu compte. Et je dirais que ça a englobé toute la classe politique, puisqu'il y avait eu à gauche certaines personnes qui avaient pris ayant eu des expériences de type Premier ministre, etc., comme Laurent Fabius, qui avaient pris des positions contre, et les personnes qui étaient au gouvernement, majoritairement UMP, n'avaient pas non plus défendu le texte avec une ardeur et une conviction qui étaient absolument remarquables. Tout le monde se souvient de la conférence de presse de Jacques Chirac face à la jeunesse, qui était triste, indépendamment de ce qu'on pense de l'Europe. C'est une espèce de distance entre le pouvoir et la jeunesse d'un pays qui est assez regrettable. Voilà, donc c'était simplement pour dire que voilà un petit peu où on est parti l'année dernière. Et là-dessus, il y a eu un bon travail franco-allemand. Je crois qu'il faut incontestablement rendre hommage au travail exceptionnel qui a été fait par la présidence allemande et au très fort engagement politique de Mme Merkel, qui, bien qu'ayant grandi à l'est de l'Allemagne, etc., s'est montrée vraiment tout à fait fidèle à la tradition de son parti chrétien-démocrate. Elle a quand même rentré en politique avec le chancelier Kohl, et je crois que ça n'est pas un hasard si elle a les positions qu'elle a. Je crois qu'il faut dire aussi que Nicolas Sarkozy a pris ses responsabilités en tant que candidat, en annonçant une solution. Il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas, il est arrivé vis-à-vis de ses partenaires avec un paquet qui était assez cohérent. Il a dit je défendrai devant les Français un traité aux ambitions réduites et un passage devant le Parlement, dont je répète quand même que le passage devant le Parlement est prévu par la Constitution française. Donc on peut ne pas être d'accord, mais je dirais que sur ce point-là, en tout cas, il va peut-être nous réserver d'autres surprises, mais la Constitution, là, il l'a respectée. Donc, on a des Allemands qui ont bien travaillé, la France qui a eu une position enfin assez claire et non démagogique, il faut être honnête. Là, on peut rendre hommage, encore une fois, de manière non partisane au président de la République, qui, je pense, a pris un certain risque au moment de la campagne en ayant cette position-là. Il n'était pas le seul, il y avait dans tous les partis des personnes qui voulaient vraiment qu'on en sorte. Mais en tout cas, lui, il l'avait présenté comme ça. Donc voilà un petit peu le point de départ. Premier mérite de ce traité, c'est de nous avoir sortis d'une situation dans laquelle, objectivement, surtout pour la France, il était bon de ne pas rester. Vraiment, il était urgent qu'on en sorte. Et on en est sorti comment? Donc on en est sorti par un traité, c'est mon deuxième point, qui comporte un certain nombre d'avancées. Alors pour la pédagogie, juste je vous explique comment ça marche. On est revenu à la bonne vieille méthode qui consistait à modifier les traités antérieurs. Depuis le traité de Rome, le fameux traité de Rome de 1957, quand on avait fait des modifications,
on faisait des modifications au texte antérieur. On supprimait tel article, on en ajoutait un autre, etc. Ce qu'on avait tenté de faire avec la Constitution, peut-être de manière excessive ou maladroite, peu importe, c'était de faire un texte qui remplace tout l'existant et qui le réécrive de manière plus lisible. D'ailleurs, on a perdu en lisibilité. Mais on a maintenant donc un texte qui vient modifier article par article les traités antérieurs. C'est totalement illisible. Hein. C'est pas simplifié, c'est illisible. Enfin, c'est illisible. C'est un texte technique, de même que vous n'allez pas regarder la loi de finances ou que vous n'allez pas regarder des textes extrêmement compliqués. Bon. L'Assemblée nationale, je voulais apporter, parce que ceux qui s'intéresseraient vraiment à la question, l'Assemblée nationale a sorti une version consolidée, c'est-à-dire vous avez le texte ancien des traités et en gras, vous avez les modifications. Ce qui vous permet d'avoir un seul texte et de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Donc je n'ai pas de royalties là-dessus, mais si ça vous intéresse, c'est un rapport d'information de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bon, donc c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un texte de compromis qui mériterait bien la phrase de Britannicus, ni excès d'honneur, ni indignité. Alors, deux éléments. Les avancées institutionnelles, assez rapidement, vous me pardonnerez, mais sinon ça va être mortellement ennuyeux, vous allez tous piquer du nez, et vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a un peu dans ce texte qui apporte du neuf en matière institutionnelle? D'abord, je crois vraiment, alors pour ceux que ça intéresserait beaucoup, vous pouvez aller voir sur le site du Mouvement européen, on a fait le 4 février une conférence avec un ancien représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne, qui a piloté le travail de 3 organisations qui sont à Bruxelles, 3 ce qu'on appelle le think tank, laboratoire d'idées, qui ont fait une sorte d'analyse, pas du tout polémique, pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais voilà comment ça pourrait marcher. Puis on a aussi mis, nous, des fiches un peu simplifiées pour expliquer ce que c'est. Donc, rapidement, ce qu'il faut en retenir, un accroissement des pouvoirs des parlements, que ce soit le Parlement européen comme le Parlement national. Et là, monsieur le maire, je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais je suis vraiment persuadée que la clé pour l'avenir de l'Europe, c'est que toutes les autorités élues s'emparent du sujet de manière critique quand c'est nécessaire, mais aussi en positif. Vous savez ce qu'on peut avoir en termes de fonds structurels, les communes rurales savent ce qu'elles ont récupéré de la politique agricole commune, et d'une manière générale, je dirais que les élus, et notamment tous les élus de proximité, les députés, les maires, les sénateurs, etc., ont une capacité de pédagogie que n'auront jamais les individus qui seront envoyés par Bruxelles, même si on trouvait des génies de la communication multilangue. Bon. Donc je crois vraiment que ce rapprochement des parlements nationaux des questions communautaires est une chose très importante. Alors on leur a donné un peu un rôle de garde champêtre, hein, ils ont un sifflet, et puis ils doivent siffler quand Bruxelles empiète sur les compétences nationales. Objectivement, c'est pas le problème. La plupart des empiètements ne viennent pas de là. Ceux que ça intéresse pour aller voir dans l'Europe sur les news, ce qu'on appelle la comitologie. Je vous ai parlé de tout ça. Mais ce qui est certain quand même, c'est qu'on reconnaît un pouvoir aux parlements nationaux et ça peut les pousser. Alors il y a déjà dans les parlements nationaux des gens qui s'intéressent beaucoup à l'Europe. Hein. Vous avez des délégations pour l'Union européenne. Dans notre beau pays, on n'a pas été fichu d'en faire des commissions à part entière. Il faut quand même que l'Europe soit toujours quand même sur un fauteuil avec des pieds un peu plus bas. Hein. Bon. Puis une voiture avec un chauffeur un peu plus petit, enfin voilà. Bon, et enfin, malgré tout, il y a des délégations pour l'Union européenne au Parlement qui font déjà un bon boulot, mais qui ont à se battre pour avoir du temps de parole en débat général, qui ont besoin, voilà. Donc ça va les aider un peu, et le Parlement européen aussi consolide son assise, et c'est pour ça vraiment que je lance cet appel, votez pour qui vous voulez, mais allez voter au mois de juin prochain, enfin en juin 2009. Les Français ont pendant très longtemps mené la seule bataille pour le Parlement européen, c'était de garder à Strasbourg, et ils envoyaient, je dirais pas n'importe qui, mais ils n'envoyaient pas forcément des hommes et des femmes politiques de premier plan. Il m'est arrivé d'entendre dans des partis des phrases du genre « si se plante au régional, on l'enverra à Bruxelles ». Bon. Ça, c'est pas la meilleure manière d'avoir de l'influence. Alors ça change déjà dans cette législature. On a non seulement des députés français de meilleure qualité, mais qui ont investi des commissions, comme la commission économique, comme la commission budgétaire, où il y a plus de pouvoir. Donc le Parlement, depuis 15 ans, n'a pas cessé de voir augmenter son pouvoir. Et donc on peut dire maintenant, sur la base de ce traité, je simplifie un tout petit peu, mais c'est quand même tout à fait juste, que en gros, la manière normale d'adopter des textes à Bruxelles, c'est que la Commission propose, j'insiste bien, la Commission propose, c'est-à-dire qu'elle fait une synthèse de l'état du droit dans des pays qui n'ont pas les mêmes traditions, qui n'ont même pas les mêmes régimes juridiques, qui n'ont pas les mêmes arrière-plans historiques, et ensuite la décision est prise par le Conseil et le Parlement. Au Conseil siègent les ministres du gouvernement français, ou allemand, ou italien, ou polonais, etc., avec leurs collègues, et au Parlement siègent vos élus.
Donc la décision est prise par des personnes que vous avez élues, soit directement pour s'occuper de questions européennes, soit indirectement. C'est la raison pour laquelle l'année dernière au mouvement européen, on avait essayé de faire un certain nombre d'articles et d'interventions pour faire remarquer aux Français que le président de la République qu'ils choisissent est une instance européenne aussi, ou est partie à un débat européen. Donc quand vous choisissez un député national, quand vous choisissez le président de la République, pensez un peu aussi à son rôle européen. Comme on le voit en ce moment, j'y reviendrai à la fin, c'est pas négligeable. Deuxième chose, le Conseil européen devient une institution à part entière. Le Conseil européen, c'est Giscard qui avait créé ça, sur suggestion de Jean Monnet. Au début, c'était un petit club où on discutait au coin du feu, c'était les chefs d'État et de gouvernement qui se retrouvaient, et petit à petit, ils ont pris de plus en plus de pouvoir. Alors, vous avez peut-être entendu qu'on a créé le poste de président du Conseil. Alors, on a commencé déjà, la loterie est ouverte, alors est-ce que ça sera Tony Blair, est-ce que ça sera pas Tony Blair, etc. Bon, c'était vraiment la pire manière de procéder. Avant de se demander à quoi il va servir et quel type de profil on voudrait, on commence à essayer de recaser les gens qui se sont, qui ont eu quelques déboires. Bon, pour ma part, je suis totalement opposée à Tony Blair, je le dis sans prendre des gants. Je trouve que c'est quelqu'un qui est resté 10 ans au pouvoir sans jamais faire ce qu'il avait promis pour l'Europe, qui, au contraire, a entraîné le Royaume-Uni dans une guerre hasardeuse, dont la plupart des autres Européens ne voulaient pas, et qui, en plus, objectivement, vient d'un pays qui n'est ni dans la zone euro, ni dans l'espace Schengen. Donc je crois que voilà, c'est une non-option, mais enfin, on ne sait jamais. En tout cas, nous aurons un président dont, personnellement, c'est un avis très personnel, je n'attends pas grand-chose. Tout le monde dit que ça va être l'incarnation de l'Europe. Oui, ça serait bien qu'on puisse tous se reconnaître dans un chef. Sauf qu'on ne parle pas la même langue, donc on ne se reconnaîtra pas dans quelqu'un qui n'a pas pu venir nous parler. Moi, j'ai travaillé avec le président de la Commission, à l'époque où il n'y avait que 15 États, si j'ose dire, que 15 États. Et bien, je peux vous dire que déjà faire de la communication pour un Italien qui doit parler à des Finlandais, à des Grecs et à des Portugais en même temps, qui déjà, je l'adore, mais quand il parle en italien n'est pas compris au-delà d'1,50 m autour de lui, c'est quelque chose. Non mais je veux dire, même si on avait un génie de la communication, j'aime beaucoup Romain Negroni, mais j'ai mesuré dans ce job à quel point c'est difficile d'avoir une communication standard pour un public. Donc peut-être que ce président apportera beaucoup, j'espère me tromper, je ne pense pas qu'il apportera forcément ce pourquoi on l'a créé, mais c'est parfois la vie, on n'a pas des surprises. La Commission a des pouvoirs accrus, je vous le dirai notamment dans un certain nombre de domaines. Donc, en gros, si vous voulez, les différentes institutions, on peut dire qu'elles sortent relativement renforcées, même si la multiplication des figures va peut-être finir par poser un peu de problèmes. Je dirais que je vous ai parlé des institutions par honnêteté intellectuelle, parce que c'est ce qui nous a occupés depuis 10 ans en Europe. Je pense qu'il était absolument indispensable de le faire, mais que maintenant, il est vraiment indispensable de se tourner vers le fond et de savoir pourquoi on a ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, sur le plan des politiques, il y a plusieurs éléments de progrès dans ce traité, à l'état potentiel. Il faut voir ce qu'il y a. La première chose, c'est ce qui concerne l'action extérieure de l'Union. Je crois vraiment que, contrairement à ce que certains pensent, qui focalisent leurs critiques contre l'Europe en disant l'Europe fait trop de régulation, elle a adopté trop de textes, ça, c'est l'agenda d'hier. C'est l'agenda du marché intérieur qui n'est pas terminé, mais on a pris beaucoup de textes parce qu'on a voulu faire un marché unique, etc. Il n'est pas achevé, mais en bonne voie de l'être. Le défi de demain, c'est de savoir si l'Europe pèse dans le monde. C'est la seule chose qui est vraiment décisive pour nous, pour nos enfants. Alors évidemment, décliné sur tous les thèmes, c'est-à-dire en matière environnementale, en matière diplomatique. Si vous voulez savoir si on peut empêcher les Iraniens d'avoir la bombe atomique ou pas, c'est pas moins important que de freiner le changement climatique, c'est pas moins important que de lutter contre le terrorisme et les idéologies totalitaires qui se répandent sur cette planète, etc. Donc tous les volets de l'action extérieure doivent être mieux coordonnés. Or, aujourd'hui, on est dans une situation très contrastée. L'Europe s'est dotée, dès 1957, d'outils très forts dans certains domaines, notamment la politique commerciale, ce qui a abouti à la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à la tête de laquelle est maintenant Pascal Lamy. On a eu des instruments très puissants en matière de concurrence. S'il y en a qui s'intéressent, c'est un des dada, parce que c'est l'un des principaux outils de puissance qu'a l'Europe. Et en ce moment, l'équipe qui est au pouvoir en France n'arrête pas de taper sur la concurrence, alors qu'on a toujours voulu une Europe forte. C'est un des rares domaines dans lesquels on est arrivé à bloquer des décisions aux États-Unis, ce qui n'est pas une fin en soi, mais ce qui est un test de la puissance. Et on nous dit que c'est pas intéressant. En fait, ils ont coordonné tout ça, faire en sorte que les décisions qu'on prend en matière d'euro ne sont pas contradictoires avec celles qu'on prend en matière commerciale, que l'environnement et la compétitivité sont vus en même temps.
On essaye de faire mieux en renforçant un personnage qui existe depuis une dizaine d'années, qui est aujourd'hui Javier Solana, l'espagnol, qui est le haut représentant. C'est une sorte de ministre des Affaires étrangères qui ne dit pas son nom, et qui devrait être à la fois à la Commission et au Conseil, et chapeauter beaucoup plus de domaines que par le passé, et qui devrait être doté d'un service diplomatique. Alors, il y a autant de points d'interrogation qu'il y a de dispositions dans le traité. C'est-à-dire que ce service diplomatique, il est venu dans le traité constitutionnel au départ sous la pression des Allemands, à l'époque où Joschka Fischer, qui était un pro-européen très engagé, était aux commandes. On s'est bien gardé de dire s'il va coexister avec les services diplomatiques nationaux. Évidemment, à court et moyen terme, ça va de soi, on ne va pas supprimer toute nos diplomaties. À long terme, si l'Europe veut parler d'une voix, moi je dis toujours, le problème, c'est pas qu'il y en a un qui parle, c'est que les autres se taisent. Et ça veut dire qu'il n'y en aura plus qu'un sur les photos face aux caméras. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça la vraie difficulté. Quand j'étais diplomate pendant un certain nombre d'années, il faut être honnête, il y a un certain nombre de réactions catégorielles. Si on transfère le pouvoir à une autre entité, eh bien, ça vous fait beaucoup moins d'ambassades, ça vous fait beaucoup moins de postes sympas, ça vous fait aussi, évidemment, c'est pas l'essentiel, mais des divergences de fond qu'il faut arriver à surmonter. Enfin, le premier point n'était pas l'essentiel, les divergences de fond sont essentielles. En tout cas, il y a des jalons dans ce traité, mais ça sera un combat de longue haleine. J'espère qu'à la fin de ma vie, je verrai la diplomatie européenne, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Deuxième champ d'action très important qui apparaît dans le traité, c'est l'énergie. Alors évidemment, c'est un peu le retour aux sources, parce qu'on avait commencé par le charbon et l'acier, donc on est toujours dans la coopération concrète, et là il y a des enjeux considérables. En survolant, si vous voulez, en gros, il y a trois domaines. Il y a le fait d'essayer d'avoir un approvisionnement plus sûr, et là vous voyez que ça rejoint aussi la diplomatie, parce que ça veut dire aller négocier le gaz avec les Russes, j'allais dire les Soviétiques, avec les Russes, ça veut dire négocier, oui c'est peut-être pas un hasard comme lapsus, aller négocier l'achat du pétrole avec une des zones les plus turbulentes du monde, que ce soit le Moyen-Orient ou demain peut-être le Caucase ou des trucs comme ça. Donc en tout cas la sûreté de notre approvisionnement est considérée comme une priorité européenne, le choix des énergies renouvelables, enfin en tout cas la promotion des énergies renouvelables. Je lisais aujourd'hui dans la presse italienne un chiffre absolument fou, c'est que le premier pays qui a de l'énergie solaire en Europe, c'est l'Allemagne, et très 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 loin. Je ne sais plus quelle était l'unité de mesure, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me souviens par les chiffres, c'était 36, ça doit être des mégawatts ou des choses comme ça pour l'Allemagne, et le deuxième pays, c'est l'Espagne avec 2. Donc ce qui prouve que, compte tenu de la différence d'ensoleillement, il y a probablement de la marge. Et troisièmement, les interconnexions entre nos réseaux électriques et tout ça, comme vous le savez peut-être, il y a en ce moment un gros problème entre la péninsule ibérique et la France, puisque les Espagnols réclament le passage aux lignes à haute tension à travers les Pyrénées, et qu'un certain nombre de personnes dans les Pyrénées refusent ce passage, et que donc ça fait partie des choses extrêmement importantes, parce que vous savez tout ça c'est très drôle, les Allemands ont abandonné le nucléaire, enfin ont gelé le nucléaire, nous on l'a, chacun a des positions très tranchées, et en fait en permanence la consommation électrique de toute l'Europe est gérée de manière centralisée pour toute l'Europe. Nous avons visité avec le mouvement européen le centre de RTE, le réseau de transport électricité près de Paris, c'est absolument fascinant. Nous sommes totalement interdépendants. Et interdépendants aussi au bon sens du terme, c'est-à-dire que si une centrale, qu'elle soit nucléaire ou pas, à n'importe quel endroit de l'Europe a un problème, immédiatement, c'est pour ça que l'électricité ne se stocke pas, on lance des phases de production un peu plus vives, et tout ça est calculé avec des modèles mathématiques très compliqués pour savoir que le 23 février à 19h30, en général, il y a X% de plus de consommation que le 22 juillet parce que c'est l'hiver et pas l'été. Enfin, c'est tout à fait fascinant de voir comme l'Europe, de ce point de vue-là, existe, mais beaucoup plus que les discours très nationaux le laissent penser. Troisième bloc extrêmement important dans le traité, c'est très différent, mais c'est très très important, et là il y a une avancée aussi qu'on mesure mal, c'est tout ce qu'on appelle maintenant l'espace de sécurité et de liberté, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la coopération des polices et à la coopération des justices, dans des domaines aussi importants que les migrations, l'asile, mais aussi la coopération judiciaire et policière en matière pénale et civile. Et vous imaginez bien que plus les gens circulent dans le marché intérieur, plus ils tombent amoureux, plus ils font un bébé avec une lettonne avant d'aller en Grèce, rencontrer une irlandaise. Et tout ça, ça fait énormément de questions de droit de la famille, mais aussi énormément de bails locatifs qui sont faits à des non-nationaux, qu'on a beaucoup plus de mal à poursuivre s'ils ne payent pas leurs factures, etc., etc. Donc, on a commencé à aborder ces questions. C'est là que parfois l'Europe, ça me rend positif. Il y a quand je pense à Nicole, que je me dis l'Europe avance, et puis il y a aussi quand je pense à ce qui s'est fait dans certains domaines comme... non mais je dis ça sans rire en plus. Je suis sûre qu'il y a quelques personnes qui me remontent le moral dans les jours de déprime.
où je me dis je laboure la mer, ça sert à rien, etc. Non, et tout le troisième pilier est très très important parce que ce qu'on appelait le troisième pilier au moment de Maastricht, Amsterdam, donc au début des années 90, c'est qu'à cette époque-là, l'idée d'une coopération entre magistrats ou entre policiers passait pour quelque chose de fou. De fou. Tous ces ministères avaient été complètement à l'extérieur du processus communautaire et ont commencé à aborder la coopération avec beaucoup de réserves. Et aujourd'hui, on a fait des progrès tellement considérables que ce qui avait été mis dans ce qu'on appelait le troisième pilier, c'est-à-dire on avait mis une sorte de cloison étanche bien à part au début, a été maintenant complètement placé dans la procédure communautaire de droit commun. Ce qui fait que la Commission aura un rôle à jouer et utile parce que, pour synthétiser, vous savez qu'il y a des pays de droit continental et puis on a des pays qui ont ce qu'on appelle la common law, qui sont la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et il y a des questions donc extrêmement techniques et il faut laisser les techniciens s'y plonger et puis ensuite les politiques décident. Donc voilà, il y a vraiment des choses dans ce traité, à l'état potentiel évidemment, mais et je tiens à le souligner parce que je ne voudrais pas être négative, et je vais quand même venir un peu aux carences et au manque de vision stratégique. J'insiste quand même sur le fait que l'Union européenne ne va pas si mal qu'on le dit en France. Je suis très frappée dans mes voyages en Europe, y compris en Allemagne. Je ne vous parle même pas des nouveaux États membres qui ont vécu un bouleversement historique. Vous allez évidemment en Estonie, en Slovaquie, etc. Là, la vie a tellement changé pour eux qu'on peut le comprendre. Mais même quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Irlande, quand vous allez dans des pays qui sont dans l'Europe depuis un certain temps, on voit les choses de manière moins négative, sans doute aussi parce que dans ces pays-là, ils n'ont pas raté le train des réformes. Ils ont beaucoup plus de croissance que nous, ils ont souvent le plein emploi ou des taux de chômage beaucoup plus bas, il n'y a pas de problème de chômage des jeunes. Des tas de choses qui nous sont présentées en France comme des sortes de fatalités liées à l'état de nos vieux pays concurrencés par les Chinois, mais c'est pas vrai. Moi je prends toujours l'exemple de la Finlande. La Finlande, Nokia, c'était une entreprise de bûcherons, ils sont devenus numéro 1 mondial du téléphone portable. Je suis sûre que si on fait un test ici dans cette salle, il y aura un pourcentage assez élevé de téléphones portables Nokia, alors qu'il y a 30 ans, la Finlande, personne ne savait à peu près où c'était, à Salon-de-Provence, d'ailleurs à Marseille, d'où je viens. Enfin, je veux dire, c'est très frappant. Donc il y a des pays de l'Union européenne qui ont, à mon avis, et c'est triste, moins que nous, manqué le train de la modernité. Enfin, j'espère qu'on va quand même arriver à courir à la sauter dans le dernier wagon. Mais en tout cas, nous, on a des difficultés et on a eu un peu tendance à imputer à l'Europe un certain nombre de nos difficultés, et c'est toujours un peu triste, donc ça fait du bien d'aller voir chez les autres. Alors les carences de ce traité, encore une fois, avec ce caveat préliminaire, bon, d'abord le compromis de Lisbonne est un peu honteux. On fait un peu l'Europe en se cachant, et c'est quand même un peu dommage, notamment on a escamoté les symboles. Alors, bon, il faut rester un peu serein, ils n'avaient jamais été mis dans le traité, hein, le drapeau avec bleu avec les étoiles, l'hymne européen, la journée de l'Europe, on les avait jamais mis dans les traités. C'était des décisions qui avaient été prises comme ça. On les avait mises dans le traité constitutionnel, on les a sortis, ils gardent le statut qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire ni plus ni moins que ce qui se passait il y a 2 ans. Ça reste un peu idiot parce qu'on ne construit pas un ensemble politique en ayant peur d'un drapeau avec 12 étoiles, surtout drapeau qui est à mon avis le premier drapeau de l'histoire de l'humanité, d'une entité qui n'a aucune visée impérialiste et qui s'est faite sur la réconciliation. Et on a beau dire que la paix c'est une réalisation acquise, pour ma part j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux estimer que c'est pas tout à fait rien et que c'est pas un acquis pour toujours et que ça mérite un petit peu d'attachement sentimental, au-delà de la raison. Parce que si vous faites toujours des calculs d'intérêt, vous ne créez pas une communauté entre des hommes et des femmes. Vous avez des gens qui font un contrat à un moment donné, le jour où ils en veulent plus, ils s'en vont. Donc un peu de... Alors le comble du ridicule ayant été atteint par Gordon Brown, enfin j'ai rien contre les Britanniques, mais ils filent un mauvais coton depuis quelques années. Gordon Brown n'a pas été signé le traité en même temps que ses 26 collègues. Il n'a pas voulu être pris en photo avec les autres. Il l'a signé quand même, il va le ratifier. Donc quand on en est là, au niveau Premier ministre de Grande-Bretagne, pour moi c'est quelqu'un d'important, c'est une des plus grandes démocraties du monde, c'est un pays absolument grand dans l'histoire. Et là, ils n'ont pas un comportement... Il y a eu aussi des tours de prestidigitateurs qui ont consisté à prendre la politique de concurrence, à dire aux Français « Non, non, vous inquiétez pas, on a enlevé la disposition qui ne vous plaisait pas. » Et hop, on l'a mise dans un protocole. Et on a bien fait. Et on a bien fait, parce qu'il ne s'agissait pas pour nos entreprises de supprimer la politique de concurrence, parce qu'un certain nombre de gens, en 2005, ont dit des choses qui étaient parfois en partie fondées, mais très largement exagérées aussi. Donc je crois que tous ces systèmes, on a donné des dérogations à la Pologne et au Royaume-Uni sur la charte des droits fondamentaux. Moi, ça me choque, et je passe mon temps,
eu un petit déjeuner au mouvement européen avec l'ambassadeur de Pologne, et on a, enfin moi je l'ai vraiment interpellé assez vivement en lui disant que je trouvais quand même bizarre qu'il nous ait rejoints dans l'Union européenne, mais qu'il refuse de partager avec nous des principes et des valeurs, alors que même son pays même a été quand même à l'origine largement de la fissure du bloc soviétique. Donc s'il y a un pays qui a quelque chose à nous apprendre et à nous dire sur les valeurs de la démocratie et de l'état de droit, c'est bien la Pologne. De même que le Royaume-Uni, là aussi je l'ai dit à la Chambre des Lords, a été pendant longtemps le seul pays au monde à avoir l'habeas corpus, à être le refuge des intellectuels et des gens poursuivis dans toute l'Europe. Et c'est quand même un peu triste qu'il fasse maintenant des difficultés pour un texte dont je vous rappelle qu'il l'avait signé et il s'était engagé à le ratifier au moment du traité constitutionnel. On a perdu au passage la simplification, c'est toujours dommage, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a même, je crois, de la part des gouvernements, voulu faire quelque chose d'un peu compliqué parce que ça noyait le poisson, pour être honnête. Bon. Alors, c'est pas non plus, encore une fois, je le dis sans rien cacher, parce que je vous ai bien dit au début à quel point l'enjeu était un enjeu, à mon avis, d'intérêt national pour notre pays. On ne peut pas reprocher à ceux qui l'ont fait comme ça de le faire comme ça. J'espère simplement, et c'est ce qui est prévu dans le texte, qu'à l'avenir, les nouvelles modifications du traité se feront bien par la procédure qu'on avait eue pour le traité constitutionnel, qui était une convention avec une majorité de représentants des parlements nationaux, siégeant avec des parlementaires européens, des membres de la Commission, et donc on retrouvera un processus plus transparent et peut-être plus propice au débat. Parce que sinon, je crois qu'à court terme, on y gagne, peut-être, on arrive à faire passer un texte, à long terme, on sape complètement la confiance des citoyens dans l'Europe, et ça serait pas bon. Alors le manque de vision stratégique, je ne vais pas vous faire de la stratégie à la petite semaine pendant 3 minutes, mais il est évident que nous avons fait les élargissements, et il fallait les faire, si vous voulez. La fin de la guerre froide, c'est la formidable victoire de gens comme Jean Monnet et Robert Schuman contre Staline. Donc tous ceux qui viennent pleurnicher sur le fait qu'on a fait rentrer la Pologne, ce sont des gens qui n'ont aucun sens historique. Relisez ce qu'écrivaient les pères fondateurs dans les années 50. L'aberration, c'était la coupure du continent en deux. C'est pas la situation qu'on a maintenant. Ce qui est vrai, c'est qu'il fallait le faire, mais qu'on n'a probablement pas tout à fait assez discuté avec eux de ce qu'on appelle un peu dans le jargon de préférence collective. Quel est le contrat social qui nous lie? Quel est le dosage économique? Quel est le dosage de social? Mais bon, on va pouvoir s'y mettre. Le débat n'est pas clos, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'autre part, on n'a pas du tout clarifié la question des frontières de l'Europe. Vous savez que c'est un de mes dadas, non pas contre un pays en particulier, mais parce que je crois que l'Europe est arrivée à un stade de son développement où elle touche un paradoxe. Elle s'est construite sur l'absence de frontières, elle s'est construite sur le démantèlement des frontières, mais à un moment donné, elle va toucher vraiment la limite de sa propre efficacité, de sa cohésion, de ce que les gens peuvent comprendre, peuvent admettre, peuvent aimer, etc. Et donc il ne faut pas du tout dire que c'est dirigé contre quiconque. Il faut dire qu'à un moment donné, on a atteint peut-être un stade où il vaut mieux qu'on en reste là, quitte éventuellement dans 20 ans, dans 30 ans à en reparler, et encourager nos voisins peut-être à s'engager dans d'autres démarches régionales, mais qui doivent aussi venir je dirais un mot de l'Union méditerranéenne. Vous savez que c'est un des grands projets du président de la République. Il y a à la fois une intuition très forte et que personne ne conteste en Europe, qui est de dire que la Méditerranée est vraiment un lieu stratégique pour nous. C'est là que se trouvent les populations les plus jeunes et les plus dynamiques de tout le... Si vous regardez une carte du monde, vous voyez bien, l'Europe est en face de l'Afrique. On ne peut pas se désintéresser de ce qui va se passer sur la rive sud de la Méditerranée. De toute façon, si on s'en désintéresse, ça finira par une arrivée massive de population. Nous sommes une petite bande de gens très riches, très privilégiés, vieillissants, et en face, vous avez une jeunesse affamée et qui n'a qu'une envie, c'est de bouger. À terme, on voit très bien qui va perdre. Donc le seul intérêt, c'est vraiment donc il y a un gros intérêt dans l'idée de se rapprocher de la Méditerranée, de les aider à se développer, de les aider à avoir la démocratie chez eux. C'est qu'on l'a très bien vu avec l'Espagne, le Portugal, etc. Quand les gens n'ont pas de raison de quitter leur pays, ils ne quittent pas leur pays. S'ils ont des perspectives locales, ils auront tendance à rester chez eux, et il peut y avoir des échanges qui se passent entre personnes de niveau beaucoup plus proche, et ça se passe en général beaucoup mieux. Donc il y a une intuition très forte, mais dans la méthode et la manière dont Nicolas Sarkozy a commencé à exposer son idée, il y a un danger majeur, c'est d'avoir donné l'impression à nos partenaires, et je pense qu'un de ses conseillers, Henri Guénaud, pour ne pas le citer, n'en serait pas mécontent, nos partenaires se demandent si c'est pas aussi fait pour torpiller l'intégration européenne. Et dire en quelque sorte, après 5 ans d'intégration européenne, que l'intérêt stratégique de la France est au sud, mais sans y mettre ni l'Allemagne, ni les pays nordiques, ni l'ensemble de nos partenaires, ni les procédures communautaires, c'est une gigantesque claque aux gens avec qui on fait l'Europe depuis 50 ans.
Et j'étais à Berlin mercredi. Vous avez vu sans doute que le sommet franco-allemand du 3 mars a été annulé. Je peux vous dire que dans toute mon expérience de franco-allemand, je n'ai jamais senti les Allemands aussi exaspérés. Et franchement, Mme Merkel en a vu d'autres. Je pense qu'elle ne bougera pas. Si M. Sarkozy veut l'inviter au dessert pour le premier sommet de la présidence allemande, comme il en avait un peu exprimé l'intention, ça va peut-être se régler, c'est peut-être des petites escarmouches qui finiront par trouver leur règlement diplomatique, mais l'idée avait été lancée qu'il y ait une première partie en quelque sorte où la France reçoit les pays méditerranéens et ensuite on fait venir les autres Européens. C'est la négation de la politique étrangère et de sécurité commune, c'est la négation de l'idée qu'on a ensemble un intérêt pour tout notre voisinage, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, qu'il soit à l'est, qu'il soit même beaucoup plus loin. Et donc là, les Allemands sont en train d'en faire une affaire de principe. Et je crains que... Enfin, en tout cas, je pense qu'il y en a un des deux qui va devoir céder. Bon, enfin, le compromis sera en tout cas assez difficile à trouver. Et pour ma part, je n'ai aucun état d'âme. Encore une fois, c'est pas qu'il n'y ait pas un intérêt sur la question méditerranéenne. Mais la question méditerranéenne doit être traitée dans le cadre communautaire. Et on a d'ailleurs fait des choses. On a fait ce qu'on appelait le processus de Barcelone, qui n'a pas très bien marché. On a lancé la politique de voisinage, qui n'a pas très bien marché non plus. Je crois qu'il y a des responsabilités du côté européen. Il y a aussi quand même l'idée, je crois qu'il faut oser dire qu'il y a des problèmes dans les pays du Sud. Quand vous avez des pays qui ne se parlent pas entre eux, si vous les comparez, avoir utilisé le mot Union méditerranéenne, qui renvoie un peu quand même dans les esprits à Union européenne, c'est laisser entendre qu'il y a une volonté locale de faire quelque chose. Or, là, c'est encore une espèce de vérité octroyée par les gens du Nord. Si les Marocains, les Algériens, les Tunisiens se parlaient, se rencontraient, commerçaient les uns avec les autres, réglaient le problème du Sahara occidental, à mon avis, là, on aurait vraiment un potentiel très fort. Sans parler de la corruption de leurs élites et du détournement des revenus du gaz et autres petits détails de ce genre-là. Donc, il ne faut pas tout... je dirais que vraiment, le processus européen est né d'une volonté extraordinaire d'un certain nombre d'individus, notamment en France, en Allemagne, dans les pays concernés, de porter ensemble un projet. Et d'autre part, nous n'aurons pas des relations paritaires avec la rive sud de la Méditerranée tant que nous leur refuserons la libre circulation des personnes.